Est-ce que vous êtes familier avec le concept de Director Jail? Ces deux mots qui feraient frissonner mais même le réalisateur le plus en vue à Hollywood en ce moment, quand un cinéaste qui est au sommet de sa gloire fait une erreur, une seule, et il se retrouve dans l'incapacité de continuer sa carrière. De retrouver sa gloire d'antan, il enchaîne les scripts non validés, il enchaîne les refus, parce que le monde du cinéma, on le sait, c'est un monde impitoyable, un monde où il n'y a pas de marge d'erreur. Ce format s'appelle Blacklisted, et à chaque épisode de ce format, on va s'attaquer à un cinéaste différent. On a déjà parlé de Tarsem Singh, on a déjà parlé de Alex Proyas, un cinéaste qui a été mis au placard pour une raison à chaque fois différente. Et vous allez voir, mais là en l'occurrence, c'est pas à cause d'un flop. C'est pas un jeune prometteur qui a été fauché trop tôt par le monde impitoyable d'Hollywood. Non, c'est un roi du divertissement. C'est le mec qui a littéralement révolutionné le cinéma d'action moderne. Sans doute l'histoire la plus reconnue, mais aussi la plus folle de ce format, et je pouvais pas y couper, l'histoire de John McTiernan. Pour essayer de comprendre comment le gars qui a quand même créé Predator, qui a créé la saga Die Hard, comment un mec aussi influent n'a plus réalisé de film depuis 2003, donc depuis presque 25 ans, bah c'est tout un sujet. Parce que quand même, comment c'est possible 2 décennies de silence pour l'un des réalisateurs les plus influents de sa génération? Laissez-moi vous raconter ça à ma façon, en m'attardant aussi sur quelques aspects de sa filmographie un peu plus oubliés, parce que McTiernan, déjà, c'est pas juste le papa des grosses licences d'action qu'on connaît tous. Non, tout commence en 1986, avec un film d'horreur, un premier film surnaturel assez fascinant qui s'appelle Nomads. Donc, premier long métrage de John McTiernan, premier rôle aussi de Pierce Brosnan, dans l'histoire du meurtre d'un anthropologue qui aurait découvert l'existence de créatures démoniaques et qui, avant de mourir, va révéler son secret à une jeune médecin en lui transmettant tous ses souvenirs. Et Nomads, c'est vraiment, dès le début, un film qui a une pure curiosité. C'est un film qui est évidemment assez fauché, c'est le propre des premiers films, mais c'est aussi un film qui est très intriguant. Et en fait, vous connaissez mon rapport au premier film. Moi, généralement, j'adore ça, j'adore ce que ça dit d'un cinéaste. Ici, on retrouve à peu près les qualités et les défauts, assez récurrents d'un premier long métrage un peu fauché. C'est-à-dire que même si McTiernan, évidemment, il se cherche encore, on sent sa patte quand même. On sent sa patte, mais qui se retrouve ici plongé dans l'esprit du cinéma américain fantastique des années 80, avec une petite influence John Carpenter, évidemment, avec cette ambiance nocturne et mystique sur le Los Angeles filmé avec des notes de synthé très présentes, avec cette brume, avec cette ambiance un petit peu opaque. Je veux dire, il y a des imperfections, notamment dans le découpage, notamment dans certains effets qui sont évidemment moins réussis que s'ils avaient eu 3 millions en plus, mais dès le début, je trouve que McTiernan acquiert un sens de l'ambiance qui fait toute la différence. Ce qui lui manque, c'est vraiment juste cette précision qui va faire sa renommée. Mais Nomads, c'est un film qui vaut le coup d'être découvert, encore aujourd'hui, c'est un film qui se suit avec une espèce de certaine fascination. C'est un film qui est évidemment très marqué par son époque, mais il y a des vraies bonnes idées, il y a un sens du visuel assez indéniable, c'est un film qui mérite d'être découvert. Même si, dès le début, et vous allez voir, c'est pas anodin, John McTiernan, dès son premier film, il trouve le moyen de commencer avec une petite polémique. Don't stop. No matter what you say. Don't stop. Comme ça arrive souvent dans un premier film, John McTiernan, il a dû faire avec les caprices de son producteur, qui a notamment imposé Leslie Ann Down dans le rôle principal. Et ça, McTiernan ne voulait pas à la base de cette actrice-là, dans le rôle titre. Bon, ça c'est rien de trop grave, je veux dire, c'est même plutôt fréquent, et c'est même un moindre mal, j'ai envie de dire, quand t'as la chance de pouvoir réaliser ton premier film à Hollywood. Sauf que, en fait, vu que c'était pas sa décision, mais la décision d'un producteur, et que McTiernan, dès le début, se méfiait énormément des producteurs, il va décider d'être juste odieux avec l'actrice principale, juste pour contrarier son producteur qui l'a imposé. L'actrice raconte à quel point le cinéaste lui était hostile, à quel point il lui montrait en permanence qu'il ne voulait pas d'elle, qu'il ne l'aurait pas choisie. Bon, c'est clairement des méthodes ultra critiquables, je veux dire, attaquer un être humain pour en atteindre un autre, c'est le summum de la lâcheté et c'est complètement indéfendable. Peu importe comment tu recontextualises en me disant oui, c'est pour atteindre ton producteur, moi j'arriverai pas à défendre ça et j'essaierai pas de le faire. Et surtout,
c'est déjà annonciateur d'un truc qui est vraiment très important, enfin qui va complètement précipiter la chute de John McTiernan, c'est la défiance folle qu'il a envers les producteurs et le système hollywoodien. J'ai presque envie de dire qu'à partir de cette expérience-là, on sait déjà comment l'histoire va se terminer. Mais bref, on va rester en 1986. À cette époque, et bah voilà, Nomads sort relativement discrètement, c'est pas un énorme succès au box-office, il a des critiques assez élogieuses, mais c'est pas non plus le film de l'année selon les Américains. Cela dit, il parvient quand même aux yeux d'un certain Arnold Schwarzenegger. Et en voyant ce film, Arnold Schwarzenegger, il repère quand même un sens de la tension, un sens du rythme, un sens visuel et un sens atmosphérique assez énorme, très prometteur. Et du coup, il appelle McTiernan en lui disant « Toi, mon vieux, tu vas réaliser mon prochain film. » Le prochain film en question, ce sera Predator. Dès ton deuxième film, tu commences par Predator, quand même. C'est quand même déjà assez puissant, et ce sera le début d'un grand chelem de fou pour McTiernan. Le Predator, je vais pas m'y attarder pendant des heures. Vous savez tous ce que je pense de ce film, j'ai même déjà consacré une vidéo sur ces films comme Predator en moins bien, qui est en description et que vous pouvez retrouver très facilement sur YouTube. Vous savez que c'est avec ce film que la réalisation de John McTiernan, vraiment, il franchit un cap, quoi. Il y a quand même une précision absolument folle, il y a une maîtrise absolue, et c'est un film qui parvient en quelques plans à créer une mythologie fascinante. Une mythologie qui se joue des clichés avec une ironie assez grinçante dans la représentation notamment de ces surhommes qui sont tellement américains et qui sont habitués à traquer, qui sont habitués à tuer et qui deviennent en quelques heures des proies, la proie d'un chasseur parfait. Il y a une inversion des valeurs qui fait toute la force de Predator. En plus de l'intelligence et l'ampleur de la confrontation hyper connue entre Schwarzenegger et la créature, et en plus évidemment de la précision chirurgicale que John McTiernan met en place dès qu'il s'agit de filmer l'action en fait. Il y a énormément de choses qui font de Predator un film que je trouvais très très maîtrisé, hyper subtil, beaucoup plus fin que ne le laisse envisager sa couche ultra pourrine. Et clairement, pour un premier film de studio, McTiernan, il frappe quand même très fort. Et il enchaîne, au calme, un an plus tard seulement, avec le film qui va le consacrer comme étant le pape du cinéma d'action de son époque, c'est-à-dire Die Hard, où juste, grâce à Bruce Willis aussi, il réinvente complètement le héros du cinéma d'action. The cowboy. Mr. McLean, Americans, all alike. Well, this time John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. It's Gary Cooper, asshole. Et ça va être un triomphe surprise, Die Hard, et un triomphe d'autant plus valorisant qu'il n'y a vraiment aucune tête d'affiche. C'est-à-dire que Alan Rickman, c'est son premier rôle, ou l'un de ses premiers rôles. Bruce Willis, c'est un inconnu à l'échelle du 7e art. Je veux dire, dans Die Hard, tout le crédit est à mettre sur McTiernan, sur la maîtrise chirurgicale de sa réalisation, sur l'intelligence du ton qui est un peu plus léger et un peu plus comique que les nombreux films d'action qui sortent à la pelle à cette période, sur ce regard posé sur son héros qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre de virilité avec des muscles qui font 130 kilos. Die Hard, c'est même un film qui va quand même penser, et encore une fois, je vous ramène à ma vidéo ces films comme Die Hard en moins bien, qui va penser tous les studios, qui va les pousser à repenser tous les films d'action qu'ils avaient prévus après Die Hard. Ça va être un monument, ça va être un tsunami, ça va vraiment tout changer dans le cinéma d'action hollywoodien. Et quand on est sur un petit nuage, autant continuer et révolutionner un autre genre. Là, en l'occurrence, le thriller politique. À la poursuite d'Octobre Rouge, là, je m'y attarde un petit peu, parce que c'est quand même un sommet du thriller militaire qui est porté par une tension maîtrisée de bout en bout, avec un espèce de suspense géopolitique haletant, mais qui sacrifie jamais la complexité de son intrigue, qui ne cède jamais aux sirènes de l'action gratuite, qui est pourtant le domaine dans lequel McTiernan était assez reconnu, donc ça représente quand même aussi un petit virage. Pourtant, dans À la poursuite d'Octobre Rouge, toutes les qualités de son cinéma sont omniprésentes. Je veux dire, on retrouve notamment sa gestion de l'espace, ce montage ultra tendu, cet enfermement dans lequel il excelle, en l'occurrence, il capte parfaitement l'enfermement des sous-marins et la paranoïa ambiante qui en découle avec une efficacité complètement folle. Et surtout, moi je trouve qu'il donne quand même une ampleur quasi mythologique à ce qu'il filme. Je veux dire, c'est un film d'une ampleur complètement dingue. À la poursuite d'Octobre Rouge, t'as le souffle coupé de A à Z. Et c'est d'ailleurs bien aidé aussi par la musique complètement dingue de Basil Paul Douris, qui vraiment, j'en fais pas trop en fait quand je dis que ça sublime l'atmosphère au point vraiment de donner une atmosphère mythologique à ce film. Dans cette histoire où un soviétique en pleine guerre froide en 1984 met le cap sur les États-Unis avec un sous-marin complètement révolutionnaire sans qu'aucune des grandes puissances ne connaisse vraiment ses intentions,
d'intervention, bah vraiment c'est grand quoi, c'est vraiment un grand film d'action et d'angoisse, presque vraiment d'angoisse dans le thriller, mais qui est hyper intelligent, c'est un chef-d'œuvre du genre, qui est ultra captivant, c'est pour moi le meilleur film de John McTiernan, qui vient quand même d'enchaîner Predator, Die Hard et À la poursuite d'Octobre Rouge en 3 ans, hein, c'est juste ça. 3 films, 3 classiques. À ce stade, McTiernan il est intouchable, je veux dire, il est au sommet, le début de sa carrière c'est un feu d'artifice permanent, et la suite, elle va malheureusement être un peu moins lumineuse. I am become death, the destroyer of worlds. It is an ancient Hindu text, quoted by an American. Le cinéaste, il est très heureux, notamment de sa collaboration avec Sean Connery dans À la poursuite d'Octobre Rouge. Tu m'étonnes, c'est un de ses plus grands rôles. Et du coup, il veut retourner avec Sean Connery, et l'année suivante, il se lance dans Medicine Man, qui est un film d'aventure que je trouve être assez intéressant, mais qui est pas un chef-d'œuvre. Dans ce film, on suit une employée d'une société pharmaceutique qui va rejoindre un docteur qui mène depuis plusieurs années des recherches en Amazonie et dont on n'a pas de nouvelles depuis pas mal de temps. Donc ce docteur, c'est Sean Connery. On est sur un film qui essaie de mêler l'aventure, l'écologie aussi, beaucoup, il y a un vrai regard écologique, évidemment, quand tu mets une société pharmaceutique dans l'Amazonie, généralement, il y a un lien, et on est sur un film qui a du mal, je trouve, à trouver le bon équilibre, en fait. C'est un film qui, on le sent, aimerait être un de ces grands films épiques, un de ces grands drames historiques, ultra ambitieux, ultra exotique, à la Laurence d'Arabie, sauf que ça marche pas vraiment en fait, il y a trop de place consacrée à un drame humain qui est pas forcément hyper intéressant. La mise en scène de McTiernan, elle offre de beaux moments, très visuels, notamment dès qu'il s'agit de filmer la jungle, on sait qu'il est à l'aise, on l'a vu dans Predator, mais je sens pas le souffle épique en fait, je sens même pas forcément la maîtrise, il y a des séquences que je trouvais beaucoup moins maîtrisées qu'il nous l'avait montré d'habitude. Il y a aussi un problème dans le ton, c'est-à-dire qu'en fait on a des séquences très sérieuses puis très légères sans vraiment qu'on sache vers quoi veulent les cinéastes. Il y a beaucoup moins de maîtrise dans le changement de ton qu'ils ne savaient le faire par exemple dans Predator ou même dans Die Hard, ce qui donne un film qui est pas dénué d'intérêt, qui a quelques bons moments, qui a notamment aussi une musique magnifique de Jerry Goldsmith, mais aussi un film qui est assez inégal, qui laisse un petit goût d'occasion manquée parce que j'aurais vraiment aimé voir John McTiernan se lancer à fond dans un grand film épique et ambitieux dans la jungle qui dure 3 heures, j'aurais signé pour ça x 1000. Et du coup, pour se rattraper, John McTiernan se dit qu'il doit retourner dans l'action brute, mais pas dans n'importe laquelle, j'ai envie de dire. En tout cas, il va retourner au classique. Last Action Hero. Et ça, c'est un film que j'adore. Là, j'ai parlé justement du non-équilibre trouvé entre légèreté et sérieux dans Medicine Man. Ici, on est sur une énorme parodie des gros films d'action que John McTiernan a lui-même contribué à révolutionner. Coécrit par Shane Black, que j'adore, aussi produit par Schwarzenegger. C'est vraiment un film méta sur le cinéma d'action. C'est un peu comme si John McTiernan se retournait et contemplait comment était le cinéma d'action avant que lui n'arrive et le révolutionne. Il y a un petit peu de ça dans Last Action Hero. C'est vraiment un film assez grinçant sur le genre dans lequel le cinéaste excelle pourtant. C'est vraiment une parodie qui, évidemment, vous connaissez tous Last Action Hero. C'est une parodie qui est ultra jouissive à découvrir encore aujourd'hui. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Mais à l'époque, Last Action Hero, il sort pile en face de Jurassic Park. Jurassic Park, il laisse rien à personne. Là, c'est très mauvais timing. Échec total au box-office. Déjà que Medicine Man, c'était pas très bien passé. Là, Hollywood commence un petit peu à douter, parce que ça fait 2 échecs de suite, et Hollywood n'est pas réputé pour être très patient. Comment rassurer tout le monde? Écoute, on va sur Die Hard 3. Très simple, je veux dire, c'est une licence qui a fait ses preuves. En plus, Bruce Willis, il a lui aussi besoin de se rattraper un peu parce qu'il sort de 2 échecs consécutifs, c'est-à-dire Piège en eau trouble et Color of Night. C'est vraiment, Bruce Willis et John McTiernan ont besoin de se refaire une santé très rapidement s'ils veulent pas être mis sur le banc très vite. Évidemment, Die Hard 3 sera un énorme succès au box-office. Vous allez donc vous dire que ça y est, c'est reparti pour John McTiernan. Il a remontré à tout le monde que c'est lui le papa, on est lancé quoi. Mais bof, parce qu'il enchaîne avec un film que j'adore, mais qui va aussi précipiter sa perte. Un film adapté de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park, ironiquement, un film qui s'appelle Le 13e guerrier. J'ai récemment parlé du 13e guerrier, j'adore ce film, qui est un film qui s'embarrasse pas de subtilité, qui promène son personnage à la limite du fantastique en permanence, et surtout qui bénéficie d'une incroyable mise en scène qui est ultra viscérale, qui est ultra organique, et où là je retrouve le sens de l'épique qui est indéniable. C'est franchement un film à voir absolument pour quiconque aime les péplums mythologiques. Pour résumer sans aucun spoiler à ceux qui ont la chance de pas encore l'avoir vu, on suit vraiment le voyage d'un lettré irakien qui rencontre les Vikings en pleine lutte contre les forces monstrueuses au Xe siècle. Autant vous dire que moi déjà un pitch comme ça, pas besoin d'en dire plus,
je signe. Et le sens de l'épique de McTiernan dans ce film, c'est vraiment quelque chose. C'est un film que j'adore, mais c'était aussi un cauchemar de production. McTiernan se frite avec tout le monde. Il a jamais été trop facile à gérer sur les tournages. Les producteurs qui ont bossé avec lui savent très bien qu'il est ultra exigeant et surtout qu'il a vraiment du mal à accepter la moindre ingérence. Ici, McTiernan se frite énormément, déjà avec Michael Crichton, mais aussi avec Charles Roven, qui est le producteur, et arrive un moment où pendant la post-production, en fait, ils peuvent juste plus piffer, quoi. Et McTiernan, il cherche pas à comprendre. Je veux dire, il cherche pas à se dire, ok, on a vécu une mauvaise expérience, on finit le film, on se serre la main et on travaille plus jamais ensemble. C'est pas comme ça qu'il fonctionne, John McTiernan. Non, lui, en fait, il se casse en plein milieu de la post-prod. Il y a pas de résolution à l'amiable. Il finit pas le film, il va laisser Michael Crichton finir le montage tout seul et organiser des reshoots, parce que ce qu'a filmé McTiernan ne correspond plus vraiment au montage qu'est en train de faire Crichton, donc faut des reshoots, ce qui fait que le film va sortir complètement amputé, complètement brisé, on voit que ça a été une énorme galère, malgré des séquences complètement pharaoniques, malgré des séquences complètement dingues. Moi c'est un film, je le trouve aussi imparfait que génial, je l'adore le 13e guerrier, et j'encourage tout le monde à le découvrir. Ça reste un grand film malade, indéniablement. Et ce sera le plus grand échec au box-office de son année. Et qu'il y a eu des reshoots, que John McTiernan n'ait pas fini le film, ça en vrai le public s'en fout. C'est le nom de McTiernan sur l'affiche, c'est son projet, le reste il s'en fout, c'est lui le coupable. Et ça commence à faire beaucoup d'échecs pour McTiernan, d'autant plus que Hollywood commence vraiment à s'irriter du refus de tout compromis du cinéaste. In the halls of Valhalla, where the brave, they live. Et c'est là que tout bascule, parce que le problème, il est plus du tout cinématographique. On est au début des années 2000. Jusqu'ici, McTiernan, malgré quelques échecs, ça reste un nom quand même assez important. Un gars qu'on respectait en fait, un artisan du cinéma d'action, qui ne réussit pas forcément tout ce qu'il entreprend, qui est un peu moins bankable que son grand chelem du début, mais qui est toujours capable de rebondir, il a prouvé avec Die Hard 3, et de faire surtout des grands films. Et quand Charles Roven, donc le producteur du 13e guerrier, le recontacte quand même, pourquoi pas, pour lui proposer un remake de Rollerball, qui est un petit film d'action assez sympathique des années 70 sur un sport fictif ultra violent, McTiernan il accepte. Pourquoi ? Parce que les projets sont un petit peu moins nombreux sur sa table, il a plus vraiment le choix, je veux dire, c'est plus l'heure de sa grande gloire. Et quand un projet l'intéresse, il y va, peu importe qui est le producteur. Mais le problème, c'est qu'il a aucune confiance en Charles Roven. J'irais même jusqu'à dire qu'il le déteste et qu'il le soupçonne même d'avoir volontairement flingué le 13e guerrier pour ruiner sa réputation. Et à partir de là, il y a une paranoïa qui s'installe. Chaque échange avec Charles Roven sur Rollerball lui semble ultra suspect. Chaque petit désaccord devient une montagne qui alimente l'angoisse et la paranoïa du cinéaste, qui soupçonne son producteur de vouloir en fait lui refaire le coup et ruiner sa réputation en lui proposant Rollerball. Il pense sincèrement que ce producteur veut faire un film nul pour que John McTiernan soit flingué à Hollywood. Et sauf qu'au lieu de lancer limite une enquête indépendante, au lieu limite peut-être même de lancer une procédure pour se rendre compte si vraiment ils veulent faire le même film, ou au lieu même peut-être de faire une rupture à l'amiable, pourquoi pas ? John McTiernan va prendre une décision complètement débile. Il va embaucher Anthony Pellicano, qui est un détective privé qu'il connaît bien puisqu'il avait déjà fait appel à lui pour espionner ses ex lors d'un divorce. Et Pellicano, il est quand même réputé pour ses méthodes qui sont franchement à la limite de la légalité. Et qu'est-ce qu'il va faire Pellicano avec la complicité de John McTiernan ? Il va mettre Charles Roven sur écoute, en espérant y trouver des preuves que ce producteur cherche à nuire au cinéaste. John McTiernan veut absolument savoir qui dit quoi dans son dos sur ce film. Il veut contrôler son film en fait, il veut avoir une longueur d'avance et sa paranoïa devient de plus en plus grande. Et quand Rollerball va sortir, ce sera un très mauvais film, un gros échec au box-office, mais c'est même pas le sujet en fait. Le sujet c'est qu'en 2006, le FBI est bien conscient qu'Anthony Pellicano est un détective privé assez frauduleux, ils enquêtent sur des écoutes illégales qui auraient été menées par ce détective, ce qui les amène à Charles Roven, ce qui les amène à John McTiernan, et il lui pose la question fatidique: est-ce que vous avez engagé Anthony Pellicano pour faire des écoutes clandestines sur votre producteur ? Et John McTiernan va mentir. Il va répondre en se disant que ça allait passer, sauf que le FBI, quand ils posent la question, ils ont déjà les enregistrements dans leur possession en fait. Et John McTiernan a menti. Il a menti sous serment. Et là on entre dans le pénal. Ça, aux États-Unis, ça passe pas. C'est plus une histoire d'engueulade entre un producteur et un réal. C'est une affaire pénale, fédérale. John McTiernan va essayer de plaider, de dire qu'il avait pas compris la question, de dire qu'il était sous pression. Mais les preuves sont là. Alors tout ce qu'il fait, c'est qu'il gagne du temps, il multiplie les appels. Et pendant 7 ans, il est dans un espèce d'entre-deux. Pas vraiment en prison, parce qu'il a pas encore été officiellement
officiellement condamné puisqu'il multiplie les appels, mais il est persona non grata. Plus de budget, plus de projets, des assureurs qui refusent de couvrir ses arrières, des producteurs qui évidemment le blacklist, évidemment. Aucun studio ne veut plus bosser avec lui. John McTiernan est seul. Well, those are things that I alone must carry the burden for. En 2013, il est finalement incarcéré pour 347 jours, donc 1 an. Et il sort en 2014 libre, il a payé sa dette, mais il est complètement brisé. Et Hollywood, qui est pourtant, qui adore les récits de rédemption, là ils vont pas l'accueillir, hein. Pas de comeback, pas de McTiernan is back, juste le silence. D'autant plus que McTiernan il est ruiné, il a plus de travail, il a plus aucun soutien dans l'industrie, et pire encore, il est oublié. L'un des pères fondateurs du cinéma d'action moderne est complètement exclu du cercle. Le mec qui a inventé la grammaire de tous les films d'action que vous voyez actuellement au cinéma est rayé de la carte. Et on aurait pu croire peut-être un petit retour à un moment, un petit film indé qui lui permettrait de revenir un peu, peut-être pas sur le devant de la scène, mais au moins de refaire des films. Sauf que non, McTiernan il a plus jamais touché une caméra depuis, sauf pour un petit court-métrage pour Ubisoft. Il fait du script doctoring de non crédité sur les projets des autres, il cherche à rembourger ses dettes, mais faire un petit film indé sur lui, ça a jamais vraiment été dans son ADN. Et s'il reste l'un des seuls cinéastes américains à avoir vraiment compris comment filmer l'action, comment filmer un cadre, comment filmer la tension et le rythme, s'il reste un des cinéastes qui a influencé toute une génération, il sera pour toujours absent du panthéon hollywoodien. Pas de rétrospective, pas d'Oscar d'honneur, juste le silence.